La défense a terminé, Monsieur le Président. Partie civile. Bon, à tout moment, vous pouvez demander à vous asseoir. C'est bon, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la défense a posé la thèse et l'antithèse. On ne fera que faire la synthèse. Sur le métier de journalisme surtout. Alors, on a eu l'impression que vous étiez là pour donner des cours de journalisme, mais c'est toujours utile. Merci pour ça. Alors, on vous a demandé des questions concernant un journaliste, comme si c'était le 3e round, des questions qui n'ont pas pu être posées aux journalistes. On a voulu vous faire dire des choses. Heureusement que vous êtes un professionnel, vous n'êtes pas tombé dans le panneau, et merci pour ça également. Alors, parlant justement du journaliste, est-ce que quand un journaliste a des informations d'une source fiable, déjà, quand est-ce qu'on parle de source fiable? C'est quand il cite nommément la source. Alors, ça peut être ça, et il cite la source, et effectivement, le journaliste aussi, c'est un être humain. On ne peut pas relayer n'importe quelle source. Il y a des sources, il y a des personnes, nous sommes tous dans la société, il y a des personnes, nous savons qu'il y a des personnes de moralité irréprochable, et il y a des personnes de moralité douteuse. Donc nous faisons aussi la part des choses lorsque nous sommes en face d'un interlocuteur. Nous ne tombons pas sur les informations comme ça de but en blanc, mais nous essayons aussi d'évaluer les choses. Alors, quand un journaliste dit « je prêche le faux pour obtenir le vrai », est-ce qu'on peut l'assimiler au fait de susciter le débat? Par exemple, faire des affirmations pour amener son interlocuteur à se livrer et à donner la vraie version. Est-ce que ça c'est possible? Parce qu'il y a des sources. Voilà. Il y a des sources qui sont hermétiques. Voilà. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez avoir un déclic pour l'amener vraiment à aller d'un état A à un état B, voir si ça peut l'amener à se lâcher. Voilà. Oui. Est-ce que dans ces conditions, il est tout à fait admissible qu'un journaliste affirme une chose dont il sait ne pas être vrai pour avoir la confirmation de l'information qu'il recherche? Surtout quand l'information est d'une certaine sensibilité, je ne pense pas qu'il puisse se permettre d'affirmer des choses ou d'écrire des choses qu'il n'a pas recoupées au préalable. Non, la question c'est face à l'interlocuteur avant de publier l'information, dans le cadre d'un entretien par exemple. Est-ce qu'il est possible de le faire? Je n'ai pas compris. L'information que détient le journaliste, est-ce qu'en voulant, entre guillemets, tirer la langue de quelqu'un, on peut se permettre de donner des informations qu'on a pour l'amener à donner plus? Non. Vous devez utiliser des pratiques, des techniques qui sont connues pour l'amener à donner. C'est lui qui doit vous donner de l'information. C'est lui. Mais vous avez le devoir aussi, parfois, de le mettre sur le bon chemin, de rendre les questions plus simples et plus accessibles. N'est-ce pas? C'est à des degrés d'information. Très bien. Il y a des questions qui sont vite assimilées par certains, mais il y a d'autres questions, certains ont besoin que la question soit encore plus simple. Très bien. Alors, est-ce qu'il est possible aussi pour les journalistes, par exemple, quand il a une information, après l'avoir vérifiée, toujours de prendre la précaution de dire selon tel, en donnant l'information? Est-ce que c'est possible? C'est ce qui est recommandé. Alors, il faut toujours, si vous citez la source, voilà. Si le journaliste cite la source, il est libre, c'est ça son travail. Est-ce que citer une source signifie donner l'information sur l'identité de la source? Il faut donner le nom de la source, oui, et dire dans quel cas la source vous a dit ça et ce que la source vous a dit. Est-ce que maintenant, si révéler l'identité de la source constitue un danger pour la source, il est possible de dire selon une source? Si c'est une enquête. Oui, si c'est une enquête. Il y a des sources enquête qui sont protégées. Alors, si la source est protégée, on peut se contenter de dire que selon une source, voilà, et des informations concordantes. Selon une source proche du dossier, voilà, selon une source concordante, selon une source officielle, ça c'est possible. Très bien. Mais donc, si la personne, il y a des personnes qui se confient à vous, oui, et qui disent il faut me citer. Très bien. Et vous devez toujours poser la question de savoir est-ce que je vais vous citer. Voilà. Si la personne ne veut pas être citée et que vous avez recoupé l'information, vous vous rendez compte que ce n'est pas une information manipulée, oui, c'est objectif, oui, vous pouvez dire selon une source proche du dossier ou une source officielle, ou une source, etc. Ça, c'est tout à fait sain. Et vous n'êtes plus obligé de dire selon X ou Y? Non, non. Très bien. Merci pour cet éclairage, surtout à l'endroit de la défense. Alors, on va parler maintenant de l'affaire proprement dite. Alors, le 28 septembre 2009,
Vous avez parlé du discours du colonel Tchéboro. Et à ce propos, vous avez dit que le colonel Tchéboro a déclaré devant vous que les manifestants n'avaient pas le droit de manifester le 28 septembre, mais qu'ils auront l'opportunité. Est-ce que vous réitérez ces propos? Oui, oui. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, le colonel Tchéboro n'était pas le ministre de la Sécurité? Est-ce que vous le saviez? Oui. Il n'était pas non plus le ministre de la Défense, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pensez que le fait de tenir ce propos ne présageait pas quelque chose de grave, à votre avis? Non, je ne peux pas juger maître. Merci. Je m'en tiens à ses propos. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais l'expression de son visage, oui, je l'ai quand dit. il a déclaré ça, Oui. est-ce qu'il était en colère? Non, il y avait quand même suffisamment de sérieux. Le visage montrait que ce n'était pas des paroles en l'air, en fait. C'était pas Il des était en paroles en train de l'air. dire, il était en train de dire quelque chose avec conviction et il tenait à ça. Parce qu'il a dit à 3 reprises, Très bien. je vous Donc, demande de partir. il tenait absolument à empêcher cette manifestation, oui ou non? Il a dit que c'est un jour important et qu'il était hors de question. Très bien. Est-ce qu'avant de partir, il n'a pas dit rentrez chez vous et rentrez chez À vous? 3 reprises, il l'a dit. En général, dans notre société, une mise en garde commence toujours par la répétition d'un mot plus ou moins 3 fois, oui ou non? Bon, ça dépend des tendances. Hein. Très bien, ça, je n'ai passe. pas de réponse par rapport à ça. Alors, il a toujours été dit à cette barre que le colonel Tchéboro n'était pas chargé du maintien d'ordre. Ça, c'est peut-être une information que je porte à votre niveau. Est-ce que vous avez vu ces agents en train de pourchasser des manifestants à Dixine? J'ai vu des gens qui portaient des t-shirts noirs et des pantalons olives. Je crois qu'ils étaient même coiffés de béret. Quelle était la couleur du béret? Non, je ne me souviens pas. Mais ils avaient quand même le t-shirt noir. Je crois, oui. Et tout le monde sait en Guinée, à l'époque, au moment du CNDD, les agents du colonel Tchéboro portaient des t-shirts noirs et un pantalon olive. N'est-ce pas? Okay. Très bien. Est-ce qu'en pourchassant ces manifestants dans ce quartier, est-ce que, de votre point de vue, non pas du point de vue d'un journaliste, du point de vue d'un citoyen, dans le maintien d'ordre, est-ce que ce n'est pas la même stratégie? Bon, maître, je reste journaliste. Je préfère. Voilà, Merci. Le tribunal tirera les conséquences. Alors, est-ce que vous maintenez que ce sont ces agents qui violentaient les personnes qui étaient dans cette concession où vous étiez allé demander à vous soulager? Oui. Très bien, merci. Alors, concernant les miliciens, ou alors les personnes qui portaient les t-shirts Chelsea, les survêtements Chelsea, est-ce que vous maintenez que ces personnes-là pourchassaient les manifestants? Oui. Parce que là, oui, là où je me coiffais, quand ils sont passés, j'ai regardé, j'ai vu que à la plage, il y a un groupe de gens qui cherchaient à traverser la plage pour rentrer. Très Donc, bien. quand ils les ont vus, quand vous les voyez venir, vous vous rendez compte que vraiment c'est effrayant. Et c'était la débandade. Certains ont rebroussé chemin, d'autres ont passé, et certains, j'ai vu certains qui se dirigeaient vers l'eau. Mais puisque là, il fallait que je me coiffe aussi, je n'ai pas, ma position ne permettait pas de voir ou de me lever, aller voir ce qui se passe. Mais ils sont restés une demi-heure derrière avant de revenir et de remonter encore en meute. Très bien. Quand vous dites une meute, est-ce que vous pouvez définir c'est quoi une meute? Vous connaissez les licons? Les licons? Les licons. Les licons. C'est une espèce de carnassier qui chasse toujours en groupe. C'est dans les forêts africaines. Ils se déplacent en groupe et c'est des carnassiers qui sont très tenaces parce qu'ils peuvent faire 50 km d'affilée derrière une proie, finissent par toujours affaiblir la proie. Vous imaginez à 50 km à l'heure pour vous suivre pendant 50 km. Non, pardon. Pour vous suivre pendant 50 km hein, à un même rythme. Voilà des animaux que même les lions redoutent. Et finissent toujours par bouffer ou par dévorer leur proie. Ils ont une technique de chasse inégalable. Donc parce qu'ils se déplacent en groupe et ils sont tellement organisés, ils finissent toujours par traquer leur proie. Quand vous dites qu'ils étaient en meute, est-ce qu'ils agissaient de façon à ce qu'il n'y ait aucune chance aux personnes qu'ils pourchassaient? Non, ils étaient en groupe.
Ils s'étaient placés en meute encore une fois. Je ne les ai pas vus brutaliser quelqu'un. Mais ils pourchassaient des gens. Il y avait une chasse à l'homme. Ça, c'était visible. Très bien. C'était visible. Et l'expression de leur mouvement, leur démarche montrait qu'effectivement, ils cherchaient des manifestants, des personnes qui étaient venues du stade. Est-ce que vous avez remarqué la collaboration entre ces miliciens, que moi j'appelle miliciens, et qui doivent être appelés comme des miliciens, et les forces de l'ordre? Non. Vous n'avez pas vu? Je les ai vus à la plage, je les ai vus seuls. Très bien. Ils n'étaient pas entourés de policiers, de militaires ou de gendarmes. Est-ce que votre salut n'est pas venu du fait que vous avez été coiffé de façon involontaire? Ça, je peux le dire, maître. Très bien. Alors, vous me permettrez de revenir sur le colonel Thiebourou. La question me revient. Vous avez dit qu'il a été acclamé au départ. Est-ce que d'autres personnes aussi le huaient? C'était un mouvement de foule. Hein. Il y en a qui acclamaient, qui applaudissaient. Il y en a qui huaient aussi. D'accord. Oui, parce qu'il y avait... C'était plein, maître. Il y avait du monde. Donc, il n'y avait pas que des personnes qui l'acclamaient, d'autres le huaient aussi? Oui, c'était un mélange. D'accord. C'était vraiment un mélange d'acclamation et d'autres bruits. Hein? Voilà. Je tenais à cette réponse parce que ce n'était pas tout le monde qui l'acclamait, c'est important. Alors, vous avez dit que quand vous avez été coiffé de force, mais c'était une belle coiffure à la fin, vous êtes resté combien de temps à cet endroit? Il m'a dit de rester, je suis resté là 1 heure environ, 1 heure ou 1 heure. Pendant 1 heure? Oui, parce que là, quand ils sont descendus, ils ont fait une demi-heure en bas, ils sont remontés complètement encore, ils sont remontés dans le quartier. Il m'a dit, il faut rester tranquille, reste là. Je suis resté près d'1 heure et demie avant qu'Abdraman ne m'appelle. Est-ce que pendant cette période, pendant 1 heure, il y avait des gens qui étaient pourchassés ou le quartier était calme? Non. Donc, quand ils sont passés, oui, le calme est revenu. Les pêcheurs qui avaient quitté les filets, et l'activité a repris à la plage. D'accord. À la plage, oui. Et vous avez été recueilli chez notre confrère, ce n'est pas un docteur, c'est un avocat, voilà. Maître Amara Bangoura. Maître Amara. Décrivez-nous précisément quelle était l'atmosphère chez lui. Quand je suis rentré, j'ai trouvé Mouktar et Amadou, plus Abraman de West Africa, plus Silla de BBC anglais, BBC World Service. On s'est mis à chercher maintenant les informations parce que les desks essayaient de commencer à... Moi, mon téléphone était éteint, donc il fallait que j'essaie de trouver un moyen pour informer les autres. L'Afrique du Sud qui me cherchait aussi, qui avait appris qu'il y a des morts au stade, ils s'inquiétaient, tout ça. Mais on essaie de recueillir. Là, il n'était plus question de... On n'avait pas le temps de parler. Les agences, c'est la vitesse de l'information, c'est à 100 à l'heure. Donc chacun cherchait vraiment à savoir ce qui s'est passé. Donc il y en a qui appelaient des gens de médecins, il y en a qui appelaient la Croix-Rouge, etc., pour avoir des bibles d'information. Et parce qu'il faut recouper, il y en a qui tentaient d'avoir aussi des membres du gouvernement, quoi. Est-ce qu'au courant de cette journée, vous avez aperçu le colonel Claude Pivy? Non. D'accord. Et la dernière question, est-ce que après ces événements, vous personnellement, vous avez été victime de menaces, de harcèlement de la part des autorités, notamment du CNDD? Non. Et votre organe de presse? Le Lynx, non, on ne m'a pas dit ça. Je vous remercie, M. Diallo, je vous remercie, M. le Président et honorable assesseur. Ouais.